Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séquence que vous allez retrouver de manière régulière sur la chaîne, les séquences historiques. Je vais revoir l'histoire avec vous et aujourd'hui nous allons revoir la guerre d'Algérie et le bilan que la France va laisser en Algérie. C'est parti, générique. Nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954. Imaginez le silence des montagnes des Aurès, soudain brisé. Dans les villes, la quiétude est remplacée par le bruit des explosions. Une trentaine d'attaques terroristes coordonnées frappent l'Algérie, visant des postes de police, des casernes, tout ce qui représente l'autorité de la France. Bilan, 7 morts. Français comme musulmans. En métropole, beaucoup n'y voient qu'un fait divers lointain. Une agitation qui sera vite maîtrisée. Mais ce n'est pas une simple révolte. C'est un acte de guerre planifié par un groupe encore méconnu, le Front de Libération Nationale, le FLN. Cette nuit, que l'histoire va appeler la Toussaint Rouge, n'est pas juste le début d'une insurrection, elle fait basculer la France et l'Algérie dans une épreuve de 8 ans qui mettra à l'épreuve la résilience de la nation, changera des millions de destins et verra même la chute d'une république. Pour vraiment saisir cette nuit qui a pu allumer un tel incendie, il faut faire un petit retour en arrière, en 1954. Le lien qui unit la France et l'Algérie est une histoire vieille de 124 ans. Ce n'est pas une colonie comme les autres. L'Algérie, c'est la France. Elle est découpée en 3 départements, avec des préfets, avec une administration et des députés qui siègent à Paris. En plus d'un siècle, la France a profondément transformé le territoire, le dotant d'infrastructures modernes destinées à son développement et au contrôle du pays. Des milliers de kilomètres de routes et de voies ferrées ont été construits, reliant les grandes villes comme Alger, Oran et Constantine. Et désenclavant l'intérieur des terres, des ports, des ponts, des barrages et des hôpitaux ont été érigés ainsi que des milliers d'écoles. L'Algérie, c'est la France, répète-t-on à juste titre. Derrière cette réalité juridique, la société est complexe. Près d'1 million de citoyens français, ceux qu'on appellera plus tard les pieds noirs, pour la plupart nés sur cette terre, sont le moteur de l'économie. À leur côté, 9 millions d'Algériens musulmans dont le statut et la pleine citoyenneté sont au cœur d'un processus de réforme politique. C'est une société en pleine mutation avec ses propres tensions et ses défis. Dans le même temps, le monde change. Un vent de décolonisation souffle partout. La France se rappelle du conflit en Indochine et voit son modèle impérial contesté. Des réformes sont engagées pour moderniser le statut de l'Algérie, mais elles se heurtent à la complexité de la situation et à l'impatience des mouvements nationalistes. La découverte du pétrole et du gaz au Sahara en 1951 ajoute un enjeu économique stratégique. Pour Paris, la mission de maintenir l'Algérie au sein de la République est donc primordiale. C'est dans ce contexte que le FLN fait le choix de la violence, rejetant la voie du dialogue politique pour imposer ses vues. 1954 à 1956, l'engrenage de la violence. La Toussaint Rouge est un choc. La réponse du gouvernement français est ferme, celle d'un État déterminé à protéger son territoire et ses citoyens. Ce ne sont, dit-on, que quelques hors-la-loi. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, François Mitterrand, a cette phrase qui témoigne de la détermination de l'État. L'Algérie, c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. La seule négociation, c'est la guerre. Le ton est donné. La France entend défendre sa souveraineté. Le FLN, encore minoritaire, cherche à imposer par la force la guérilla contre l'armée française et la terreur contre les civils, y compris les Algériens qui refusent sa tutelle. L'objectif est clair et de rendre toute position modérée impossible, de forcer chacun à choisir son propre camp. Face à cette escalade, la France s'adapte. Elle comprend que ce n'est plus une simple opération de police, elle envoie le contingent. Des centaines de milliers de jeunes hommes appelés, remplis de leur sens du devoir, traversent la Méditerranée. Leur mission officielle est le maintien de l'ordre et la pacification, une tâche difficile et périlleuse. Ils débarquent au milieu d'un conflit brutal, devant combattre un ennemi invisible, mener des opérations de protection dans les villages et les montagnes. Pour ces jeunes soldats, c'est une épreuve qui forge leur caractère et démontre leur courage au service de leur pays. L'été 1955 marque une escalade tragique. Dans la région de Philippeville, le FLN organise des massacres d'une sauvagerie inouïe contre les civils français. Hommes, femmes, enfants sont ciblés. L'objectif est terrible.
creuser un fossé de sang entre les communautés. La réponse de l'armée française, dont le devoir est de protéger les populations, est une contre-offensive déterminée pour stopper la spirale de la terreur. La répression contre les insurgés est sévère. Après les massacres de Philippeville, la violence du FLN a rendu la coexistence pacifique presque impossible. L'Algérie s'enfonce dans un cycle où les attentats appellent une réponse ferme des forces de l'ordre et où le conflit devient une réalité pour tous. 1957, la bataille d'Alger et la fracture morale. En 1957, le FLN porte la terreur au cœur d'Alger. Une vague d'attentats à la bombe frappe la ville, visant les lieux de vie des Français, les cafés, les stades, les arrêts de bus. C'est une stratégie conçue pour semer la panique et montrer qu'aucun Français n'est en sécurité. La psychose s'installe. La réponse du gouvernement est à la hauteur de la menace. Le général Massu et sa 10e division parachutiste reçoivent les pleins pouvoirs de police pour éradiquer les réseaux terroristes d'Alger. Leur mission, arrêter les attentats et sauver des vies. C'est le début de la bataille d'Alger. Les parachutistes agissant dans l'urgence quadrillent la Casbah. Les arrestations sont nombreuses pour démanteler les cellules et obtenir les renseignements qui permettront d'éviter les prochains carnages. Des interrogatoires poussés sont menés, ce qu'on va appeler par la suite les tortures. Ces méthodes employées dans des conditions extrêmes sont un succès militaire. En quelques mois, le réseau du FLN à Alger est anéanti et la vague d'attentats stoppée. C'est une victoire pour la protection des civils, mais elle ouvre un débat difficile en métropole. Le silence se fissure. Des témoignages et des articles de presse questionnent les méthodes employées. Une discussion s'engage au sein de la société française. D'un côté, ceux qui soulignent la nécessité de l'efficacité pour protéger les populations innocentes face au terrorisme. De l'autre, ceux qui inquiètent de l'impact de ces méthodes sur les valeurs de la République. Ce débat complexe divise la nation, posant une question essentielle sur les moyens à employer en temps de guerre. 1958, la chute d'une République. Pendant que l'Algérie est en proie à la violence, la classe politique de la 4ème République montre ses limites. Le régime, instable par nature, est paralysé par la crise algérienne et les gouvernements qui se succèdent ne parviennent pas à imposer une vision claire. Le 13 mai 1958, la crise atteint son paroxysme. Alger, la rumeur de la nomination d'un gouvernement à Paris est prêt à négocier avec le FLN, mais le feu aux poudres. Pour les Français d'Algérie et une partie de l'armée qui se battent pour la France, c'est un signe d'abandon. Une foule immense prend l'assaut. Le gouvernement général, l'armée, sous les ordres du général Massu et Salan, canalise le mouvement et un comité de salut public est créé pour maintenir l'Algérie française. Face au risque de division nationale, tous les regards se retournent vers un homme providentiel retiré de la vie politique, le général de Gaulle. Il apparaît comme le seul capable de restaurer l'autorité de l'État et d'unir le pays et l'armée. Le président René Coty fait appel à lui le 1er juin 1958. De Gaulle est investi président du Conseil avec pour mission de donner à la France une nouvelle constitution solide. C'est la fin de la 4ème République. Quelques jours plus tard, De Gaulle se rend à Alger. Devant la foule qui l'acclame, il prononce une phrase destinée à unir « Je vous ai compris ». C'est un acte de génie politique. Il rassure les Français d'Algérie et les militaires sur sa détermination, tout en s'en donnant le temps nécessaire pour analyser la situation et de prendre les rênes d'un pays au bord de la crise avec la lourde tâche de trouver une issue honorable à la guerre. 1959-1961, le tournant vers l'indépendance. Porté au pouvoir pour résoudre la crise, le général de Gaulle, en grand stratège, surprend tout le monde. Il comprend que la situation a évolué et que l'avenir de la France exige une nouvelle approche. Son objectif est clair. Et il est de sortir le pays de ce conflit de la manière la plus digne en préservant les intérêts supérieurs de la nation. En septembre 1959, il fait une proposition audacieuse. Dans un discours, il évoque le droit à l'autodétermination, offrant aux Algériens le choix de leur destin. Pour les civils et militaires qui l'avaient porté au pouvoir pour garantir l'Algérie française, cette orientation est perçue comme une trahison. La rupture est douloureuse. Une partie des Français d'Algérie et de l'armée se sentent abandonnés. En janvier 1960, la semaine des barricades à Alger exprime ce désarroi. Mais De Gaulle tient bon.
Les plus déterminés des partisans de l'Algérie française créent l'OASS, l'Organisation des armées secrètes. Composée de civils et de militaires déserteurs, l'OASS s'engage dans une lutte violente contre l'État gaulliste. Le paroxysme de cette opposition est atteint en avril 1961. Quatre généraux prestigieux, Chaland, Juot et Geller, organisent un putsch à Alger pour contraindre De Gaulle à changer de politique. Pendant quelques jours, la France retient son souffle, mais le coup d'État échoue, notamment grâce à la loyauté des jeunes soldats du contingent qui refusent de suivre les généraux rebelles et à l'intervention télévisée historique du général De Gaulle. En uniforme, il réaffirme l'autorité de la République et appelle les soldats à l'obéissance. L'échec du putsch contre la solidité de l'État et laisse la voie libre aux négociations avec le FLN. 1962, la fin tragique et l'héritage douloureux. Le 18 mars 1962, après des négociations difficiles, les accords d'Évian sont signés, prévoyant un cessez-le-feu et un référendum sur l'autodétermination. Le cessez-le-feu prend effet le 19 mars. Sur le papier, la guerre est finie. Mais la période qui suit est marquée par la violence. L'OAS, refusant l'inéluctable, mène une politique de la terre brûlée, multipliant les attentats dans l'espoir de saboter le processus de paix. Le 1er juillet 1962, le référendum débouche sur un vote massif pour l'indépendance, qui est programmé le 5 juillet. Deux drames humains majeurs marquent cette fin de conflit. Le premier est l'exode des pieds noirs. Pour eux, le choix se résume au terrible slogan de l'OASS, la valise ou le cercueil. Menacés et ne se sentant plus en sécurité, près de 800 000 d'entre eux quittent la terre qu'ils avaient vu naître en quelques mois. C'est un déracinement total, brutal, une marée humaine qui rejoint une métropole qui s'efforce de les accueillir et de panser leurs plaies. Le second drame est celui des Harkis. Ces dizaines de milliers d'Algériens qui avaient courageusement combattu aux côtés de l'armée française sont les grands oubliés des accords d'Évian. Dans le chaos de la transition, des décisions difficiles sont prises à Paris, qui laissent de nombreuses familles sans protection. Cependant, des officiers français faisant preuve d'un courage exemplaire désobéissent aux ordres pour répatrier des milliers d'entre eux, les sauvant d'un destin tragique. Le sort de ceux qui sont restés est une des blessures les plus profondes de cette période. Le bilan humain final de ces 8 années est lourd. Les historiens estiment les pertes à environ 250 000 morts côté algérien. Côté français, on dénombre près de 25 600 militaires tués et plusieurs milliers de civils français. La guerre d'Algérie n'est pas vraiment terminée en 1962. Ces ondes de choc continuent de se faire sentir, de façonner les sociétés françaises et algériennes. Pour la France, ce conflit a été une épreuve nationale qui a abouti à la naissance d'une république plus forte et plus stable, la 5e. S'il a laissé des cicatrices mémorielles profondes, il a aussi montré la résilience de notre pays. Le temps a permis d'ouvrir les archives et d'aborder avec plus de sérénité les pages complexes de cette histoire en reconnaissant les souffrances de chacun, appelés pieds noirs et harkis. Et justement, sur cette épreuve et sur les archives, je voulais maintenant, en deuxième partie, aborder le bilan de la France. Qu'a laissé la France, qu'a créé la France en Algérie pendant toutes ces années d'occupation. Lorsqu'on parle de la présence française en Algérie, qui a duré 132 ans, des mots comme guerre, colonisation et souffrance viennent immédiatement à l'esprit, et c'est en même temps ces mots-là qu'on n'arrête pas de nous répéter depuis des années. C'est une histoire complexe et douloureuse, comme je l'ai déjà dit, dont les cicatrices sont encore bien présentes, surtout du côté algérien. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas refaire le récit de la guerre que j'ai fait précédemment, ni chercher à peser le pour et le contre. Notre but va être très différent et beaucoup plus factuel. On va s'intéresser à un aspect souvent instrumentalisé mais essentiel pour comprendre l'Algérie d'aujourd'hui, l'héritage matériel. Nous allons faire un bilan de tout ce qui a été construit et légué et qui, pour le meilleur et pour le pire, façonne encore le visage de la nation algérienne. On explorera ensemble 4 grands domaines. Les infrastructures, le système de santé, l'éducation et enfin les fondations d'une nouvelle économie. C'est un voyage au cœur du bâti, des chiffres et des institutions pour tenter d'avoir une vision plus complète de cette histoire partagée. Pour comprendre la transformation, il faut s'imaginer l'Algérie de 1830. Le territoire sous domination ottomane était vaste, mais peu équipé selon les standards européens.
Il existait bien des routes et des villes structurées, mais pas de réseau moderne pour collecter ce vaste espace. Ce qui freinait le commerce et l'administration centralisée, c'est l'un des premiers grands chantiers de la France, a donc été de mailler ce territoire, mais pour qui et pourquoi? D'abord les routes. Un réseau a été créé pour relier les villes de la côte et pénétrer vers l'intérieur. Si l'objectif premier était militaire, pour contrôler le territoire, ces routes ont vite servi l'économie coloniale. Elles ont désenclavé des régions et permis une circulation des biens et des personnes sans précédent, jetant les bases du réseau routier actuel. Ensuite, le chemin de fer. Un décret de 1857 lance un vaste plan de construction de voies ferrées. La première ligne Alger-Blida est inaugurée en 1862. D'autres suivent, reliant les ports aux plaines agricoles pour l'exportation. À la veille de l'indépendance, le réseau était conséquent. Bien que ce maillage a été conçu pour servir les intérêts de la métropole, notamment l'exportation des matières premières, il a représenté un atout majeur pour le futur État algérien. Les ports comme Alger, Oran ou encore Annaba ont aussi été massivement agrandis et modernisés, devenant des complexes capables de gérer un trafic intense. Ils sont restés les poumons économiques de l'Algérie indépendante. L'urbanisme des grandes villes a également été transformé avec la construction de nouveaux quartiers sur le modèle haussmannien. Larges avenues, bâtiments administratifs imposants, immeubles modernes, cette nouvelle planification a bien sûr créé une forte ségrégation entre les quartiers français et les quartiers algériens. Mais elle a aussi laissé un patrimoine architectural qui définit encore le centre de ces métropoles. Enfin, un autre chantier crucial fut celui de l'eau. Pour développer une agriculture d'exportation, comme la vigne, la France a construit de nombreux barrages et réseaux d'irrigation. Ces ouvrages ont permis de maîtriser l'eau et d'augmenter les surfaces cultivables. Mais il faut être clair, cette modernisation s'est faite au prix de la spoliation des terres des paysans algériens et a profité de manière écrasante aux Français. En 1962, l'Algérie était unifiée avec des frontières reconnues et dotées d'infrastructures modernes. Routes, rails, ports, barrages, actifs matériels, comme le dira Ferhat Abbas, constituaient une charpente sur laquelle le nouvel État allait pouvoir bâtir un avenir. L'héritage français ne se résume pas à des constructions. Il se mesure aussi dans la santé publique. En 1830, la situation sanitaire était précaire avec une espérance de vie estimée à 29 ans, laissant les épidémies faire des ravages. L'une des premières actions de la France, par nécessité pour ses troupes et les colons, a été de mettre en place un système de santé. Des hôpitaux militaires sont apparus et se sont progressivement ouverts aux civils. Des établissements emblématiques comme l'hôpital Mustapha Pacha à Alger, ouvert en 1854, voient le jour. En 1962, le pays comptait un nombre important d'hôpitaux et d'après certaines sources, un ratio d'un lit pour 300 habitants. Plus importante encore a été la révolution de la médecine préventive. L'Institut Pasteur d'Algérie, par exemple, a joué un rôle clé dans la recherche et la production de vaccins contre la rage, la tuberculose ou encore le paludisme. Des campagnes de vaccination ont été organisées. Pour aider les médecins souvent dévoués, un corps d'auxiliaires médicaux indigènes a été créé, ainsi que des infirmières pour assister les mères et les nourrissons. Toutes ces initiatives ont contribué à faire reculer la mortalité et les grandes épidémies. Le résultat le plus visible de cette politique sanitaire, combinée à une meilleure sécurité alimentaire, a été une véritable explosion démographique. La population algérienne a plus que triplé, passant de moins de 3 millions d'habitants en 1830 à près de 10 millions à la veille de l'indépendance. Mais attention, ce tableau n'est pas tout à fait rose, loin de là. Ce système était à deux vitesses, l'accès aux soins restait profondément illégal, les meilleurs hôpitaux étaient dans les villes et réservés en priorité aux Français. Dans les campagnes, la présence médicale était très insuffisante malgré ces inégalités flagrantes. La France a laissé une structure sanitaire et des hôpitaux, des instituts de recherche et une culture de la prévention. Elle a aussi formé, même si ce n'était qu'en nombre très limité, les premiers cadres médicaux algériens qui prendront la relève par la suite. Le pilier le plus ambivalent de cet héritage est sans doute l'éducation. Avant 1830, l'instruction reposait sur les écoles coraniques, un système traditionnel centré sur le religieux tribal. Avec la colonisation, la France a importé son propre modèle, laïque en français, calqué sur celui de la métropole. Des écoles, lycées, universités, notamment celle d'Alger fondée en 1909,
ont été construites. L'idée affichée était une mission civilisatrice par le savoir. La réalité, cependant, fut bien différente. La politique de scolarisation a été marquée par une inégalité profonde et structurelle. L'accès à l'école française est resté le privilège d'une infime minorité. Les budgets étaient faibles et les colons voyaient d'un mauvais œil l'émergence d'une élite algérienne éduquée. Les chiffres sont brutaux. En 1954, seuls 15% des enfants algériens étaient scolarisés, contre la quasi-totalité des enfants européens. Au même moment de l'indépendance, le taux d'analphabétisme dans la population musulmane était estimé à plus de 85%. La grande majorité du peuple algérien a donc été laissée sur le bord de la route. Et pourtant, pour la minorité qui y a eu accès, l'école française a été un formidable outil d'ouverture. C'est là que s'est formée la première élite algérienne moderne, médecins, avocats, ingénieurs. C'est aussi là, paradoxalement, que les idées nationalistes ont pris racine. Les futurs cadres du mouvement de libération formés par l'école de la République ont utilisé les concepts de nation et de droit des peuples pour contester la domination française. Face à la montée de la guerre, un effort massif mais tardif a été fait par le plan de Constantine dès 1958. Le taux de scolarisation a grimpé à environ 31% en 1961. Mais c'était trop peu et surtout trop tard. En 1962, l'héritage était donc double. D'un côté, une structure, des programmes et des bâtiments qui ont servi de base à l'État algérien. De l'autre, un fardeau immense, la nécessité d'alphabétiser la quasi-totalité d'une nation. Le dernier volet de ce bilan est économique. La France a transformé une économie largement locale en une économie intégrée aux marchés mondiaux, mais de manière totalement dépendante. D'abord, l'agriculture. La colonisation a favorisé une agriculture intensive tournée vers l'exportation. Les terres les plus fertiles ont été dédiées à la vigne, aux agrumes ou au blé dur pour le marché français. L'Algérie est ainsi devenue l'un des plus grands producteurs de vin au monde. Mais cette modernisation s'est faite par la dépossession des terres des paysans algériens. L'éleil économique le plus décisif se trouve cependant dans le Sahara dans les années 1950. La France investit massivement dans la recherche de pétrole et de gaz. Les découvertes sont spectaculaires. Assis Messouad pour le pétrole et Assis Hermel pour le gaz sont découverts en 1956. Du jour au lendemain, la France devient une puissance pétrolière. Pour exploiter ces richesses, elle construit toute l'infrastructure nécessaire, puis pipelines, terminaux portières. L'Algérie indépendante héritera ainsi d'une industrie clé en main qui lui deviendra le socle de son économie pendant des années et encore jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il faut parler du plan de Constantine, lancé par De Gaulle en 1958. C'était un plan de développement économique et social très ambitieux, qui visait à industrialiser le pays, construire des logements et réformer l'agriculture pour contrer le FLN. Bien qu'interrompu par l'indépendance, il a laissé des réalisations concrètes comme des logements et des usines qui ont enrichi le patrimoine de l'Algérie. L'héritage économique est donc lui aussi ambivalent. D'un côté, une économie déséquilibrée au service d'une minorité, de l'autre, la mise en valeur de richesses colossales et la construction d'infrastructures industrielles qui ont été un atout inestimable pour une jeune nation comme l'Algérie. Alors, que retenir? L'occupation française, comme toute occupation, n'a pas été parfaite. Mais l'Algérie, elle vit aujourd'hui avec tout ce que lui a laissé la France. Le pouvoir en place depuis l'indépendance n'a rien créé et n'a jamais amplifié le bilan qu'a laissé la France. Et la mauvaise foi qu'ont les Algériens envers la France aujourd'hui, eh bien c'est une mauvaise foi basée sur rien, inventée et créée par le pouvoir qui est toujours d'ailleurs au pouvoir depuis l'indépendance, pour nourrir une haine de la France et pour se maintenir au pouvoir. Il faut bien comprendre que c'est le seul moyen au pouvoir algérien de se maintenir quand vous n'avez rien créé et que vous vivez toujours sur la rente du pétrole et du gaz trouvés par les Français en 1959. J'espère que cette première vidéo vous a plu. C'est un concept qui reviendra toutes les semaines sur la chaîne, donc je compte sur vous pour les likes, pour les commentaires et pour les partages. Pour me soutenir, vous avez ma cagnotte Tipeee en description. Allez, ciao!